Bonjour et bienvenue au Uninkables épisode 21, podcast québécois entièrement dédié au jeu de cartes Lorcana, dans lequel on va parler de la méta compétitive. On va regarder aussi les nouvelles cartes qui sont sorties. Donc Azerite Sea est maintenant disponible. On a eu la chance, moi, Dan, GF, de faire quelques événements au cours des derniers jours. Aujourd'hui, malheureusement, GF et Dan sont indisponibles pour le podcast, donc on va le faire en solo. Donc ça va être un monologue, mais on va vraiment aller un petit peu plus en profondeur sur les cartes que je crois vont avoir un impact. J'ai eu la chance de regarder justement quelques statistiques au niveau de certains decks qui ont fait des tournois ce week-end, puis certaines cartes qu'on ne s'attendait peut-être pas à voir ressortir dans des decks. On est encore dans la méta, c'est très jeune, mais on va parler un petit peu de ça aujourd'hui. On va parler des seals qu'on a fait. Parce que, en fait, de mon côté, j'ai pas vraiment fait de seals ce week-end. J'ai ouvert un peu plus de packs. Parler un peu des cartes que j'ai obtenues, puis ceux qu'on aimerait peut-être voir au cours des prochaines semaines disponibles et montés. On va se le dire aussi en ce moment, l'achat de cartes est un petit peu plus complexe avec la grève de Post Canada, donc ça cause un petit peu plus de hausse de prix et de rareté sur le marché de certaines cartes. Donc, premier sujet, j'ai eu la chance d'ouvrir un Trove puis 2 Booster Box. Donc, je l'ai pas. Un peu mon style à chaque set. Puis le reste, j'achète en single. Donc, ça me permet de créer quelques playsets, d'aller chercher quelques cartes un peu plus rares ou de ne pas dépenser nécessairement un montant assez gros dès le départ sur des cartes, puis voir qu'est-ce qui prend de la valeur, qu'est-ce qui n'en prendra pas. Puis j'étais chanceux sur le Trove, j'ai eu 5 légendaires dans mon Trove, contrairement à celui que Dan a ouvert en live. Ouais, je trouve que côté Enchanted, on n'a pas été chanceux de mon groupe à moi de notre côté, seulement une sur 8 booster box. Je crois que le pull rate est quand même assez bas encore. Mais c'est pas une mauvaise chose, je dirais. Ça crée un peu plus de rareté, puis le fait que les gens veulent un petit peu plus obtenir d'Enchanted. On s'entend que ce set-ci, les Enchanted sont peut-être un petit peu moins joués que dans le passé. Mais à voir avec le temps, qu'est-ce qui va prendre un peu plus de play, qu'est-ce qu'on va voir un peu plus souvent, un peu moins souvent. Mais non, j'ai été surpris. On a fait des petites thématiques pack rush. Donc, pour ceux qui connaissent pas le pack rush, c'est que tu prends 2 paquets, puis tu ouvres tes paquets, tu prends les 2 cartes puzzle qui deviennent tes encres, puis c'est premier à 15 lore, puis tu joues seulement les 24 cartes que tu as eues dans tes 2 packs. Donc ça permet aussi, surtout en début de set, d'apprendre à connaître les nouvelles cartes, ce qui devient populaire, ce qui l'est un peu moins. Puis on arrive à justement comprendre certaines synergies entre des cartes, puis aussi découvrir ce qui va être joué, ce qui va être un peu moins joué. Puis ça m'a permis justement de justement voir des cartes que je ne croyais pas voir dans la méta, puis que je crois qu'on va voir ici et là de temps en temps. Euh, mais non, ça a été une bonne soirée. Je suis quand même satisfait de ce que j'ai obtenu. À voir maintenant ce qui va être vraiment joué et ce qui ne va pas être joué. Sans plus tarder, on va aller un petit peu plus en détail dans des tournois qui ont eu lieu ce week-end. Puis on va parler plus des nouveaux decks. Donc, je trouve ça important, surtout en début de méta comme ça, parce que pas tout le monde a les cartes, pas tout le monde veut investir dès le départ. On a certains playstyles, on a des gens qui jouent des decks aggro, des decks control, des mid-range. Puis on va vraiment regarder en fait ce que vous avez déjà, puis ce que vous pouvez peut-être juste acheter si vous voulez modifier un deck existant, puis aller chercher quand même un côté compétitif de ce côté-là.
Donc, on a eu un tournoi aux États-Unis, Azerite Sea Case Tournament, qui a eu lieu. Ça a eu lieu aujourd'hui au moment de l'enregistrement. Donc, on est quand même chanceux. On a des decks qui ont été créés en date d'aujourd'hui. Donc, ça nous permet justement d'être dans les premiers à explorer ça. Donc, un tournoi de 20 joueurs, c'est un case tournament qui a eu lieu. Puis, en première place, on a eu Rouge-Bleu qui a gagné. Suivi en deuxième place d'un Purple Steel. Troisième, un Steel Song. Quatrième, un Red Purple. Et dans le top 8, on a eu 2 Green Steel Discard et 3 Green Steel Discard et un Hyper Aggro Ember Amethyst. Si on regarde le Red Blue, ce qu'on a remarqué qui changeait beaucoup, donc c'est au niveau des Tadashi Hamada, Gifted Robotic, donc un personnage 2-2 non ancrable à 3 qui quest pour 2. Donc, pendant le tour de ton opponent, si ce personnage-là est banni, tu peux mettre la carte de la top card de ton deck dans ton Inkwell. Puis tu mets aussi cette carte-là dans ton Inkwell. Donc, c'est quand même un ramp tool assez intéressant qui peut aussi faire une présence assez menaçante sur le board au troisième tour. Donc, c'est un ramp à long terme, mais c'est quand même une menace étant donné qu'il quest de 2. Donc ça, je suis content de voir une Tadashi Hamada de ce côté-là. Par la suite, qu'est-ce qu'on a de nouveau dans cette deck-là? Donc, on a obviously les mêmes qu'avant, le typo, la petite issue 1-1 qui est évasive, qui banish un personnage. 4 Iron Flaversham, 4 Maui, 3 Medusa. La nouvelle Maui Half Shark, qui est une carte qui, selon moi, va avoir un impact énorme sur la méta. Cette carte-là va monter en valeur, c'est quasiment assuré. Le moment où le monde va commencer à la jouer, croyez-moi, tout le monde va vouloir l'avoir. On a Scar du 7-2, le Vicious Cheater qui fait son retour Rush. Donc, pendant votre tour, quand ce personnage-là est banni dans un challenge, tu peux ready un autre personnage. La grosse Issue à 8, des Tamatoa, Maleficent Dragon. Donc, la grosse carte qui change dans ici, on a aussi des Prepare Your Bot qui ont été ajoutés. Donc, les cartes qui ont été ajoutées au Red Purple qui a gagné, on parle de Tadashi Hamada, Gifted Robotic, Maui Half Shark, et on a aussi les Prepare Your Bot qui est en 4. Fait que, quand même beaucoup de cartes, je dirais, qui ont été ajoutées à ce deck-là. Là, on parle de 3 Tadashi, 2 Maui Half Shark, puis 4 Prepare Your Bot. Donc, un facile 9 cartes. Donc, c'est quand même beaucoup de cartes. Mais on parle d'un deck à 67 cartes qui a gagné. Donc, ça a été juste ajouté quasiment versus modifié ou remplacé. Si on regarde le deck suivant, un deck qui m'intéresse quand même beaucoup, j'aime le concept derrière, donc c'est un Jafar Wheel Amethyst Steel. Donc, de ce côté-là, du 7-6, on n'a pas beaucoup de cartes qui ont été ajoutées, à l'exception de 2 génies Excited Ship Builder. On a 3 Isma Conniving Chemist, qui est une légendaire du 7-6, qui, honnêtement, pourrait voir beaucoup plus de play qu'on pense. Puis, c'est pas mal ça de ce côté-là. Donc, un deck qui pourrait, en fait, voir un peu de play. Le wheel commence à être un petit peu plus populaire, mais je vais justement afficher là, les decks à l'écran pendant qu'on parle, justement, pour que vous voyez un petit peu plus de quoi ressemblent ces decks-là, mais vraiment des beaux decks qui commencent à ressortir. Par la suite, on avait un Steel Song qui a fini 3e. Donc, même chose, Steel Song, un deck qui est encore super populaire, encore super joué, qui, je ne crois pas, va disparaître d'ici les prochains sets. Si on regarde de ce côté-là, je trouve ça intéressant. Il y a 2 cartes une qu'on s'attendait tous à voir, c'est la Lilo Escape Artist, la 2 Inkable
qui earn a strength 2 de willpower, puis quest de 2. Et avec l'habilité, at the start of your turn, if this card is in your discard, you may play her and she enters play exerted. Fait que dans le fond, la carte est dans ton discard, tu payes 2 donc, elle revient sur le board mais exerted. C'est les gens commencent à l'appeler la zombie Lilo. Pour les gens qui jouent à Magic, vous allez être assez familier avec ce genre de carte-là, de carte zombie. Mais très bonne carte. Très, très, très bonne carte. Si vous ne l'avez pas déjà, je vous dirais que ça va être une des cartes qui va rester jouée quand même longtemps dans le futur. Puis une que j'ai été surpris de voir, qui honnêtement, plus je la regarde, plus je la trouve bonne, c'est la Pluto Guard Dog, qui est une Steel en crabe 4, Strength de 1, Willpower de 5, avec l'habilité Bodyguard et l'autre habilité Good Boy. Donc, quand ce personnage-là n'a pas de dommages, il reçoit plus 4 de Strength. Donc, quand on le joue, c'est un 5-5 en réalité. Bodyguard 5-5, à moins de se faire mettre un dommage. Donc, ça peut être un threat quand même important sur un board, surtout avec Steel Song, puis Rapunzel qui peut aller healer des dommages. Fait que tu peux rentrer dans un personnage, jouer un Rapunzel, healer, puis il retombe à 5-5, puis il est en bodyguard. Donc, peut facilement gérer un board mid-game de ce côté-là. Donc, je ne croyais pas voir cette carte-là être jouée, mais de plus en plus, je trouve qu'elle a sa place dans la méta. Donc, c'est une petite carte pas chère, là, on parle d'une quarantaine de sous, $1 des fois. Donc, pour ceux et celles qui ne l'ont pas, ça peut peut-être valoir la peine d'aller vous chercher un petit playset si vous jouez dans le style, parce qu'on pourrait voir ces cartes-là être jouées. Le fameux Ruby Amethyst qui reste encore. Donc, Ruby Amethyst a reçu aussi quelques petits tools qui sont quand même très intéressants. Donc, si on regarde cette liste-là ici, on voit que la Genie Wish Fulfilled qui monte en valeur en ce moment de façon incroyable. C'est un petit peu comparable au Merlin Rabbit. Mais dans le fond, la grosse différence ici, c'est que c'est une 2-4 évasive. Donc, peut facilement être une carte qui te fait piger une carte et aussi qui fait en sorte que tu peux l'utiliser comme gestion au niveau de Diablo ou des tools évasifs de certains autres decks. Puis ce qui fait en sorte que cette carte-là est aussi très bonne si on compare aussi à un peu la carte qu'on va soit swapper ou qu'on va garder avec, c'est le Rabbit, mais elle quest pour 2. Donc, on a un genre de mini Rabbit qui quest pour 2 évasive. La grosse différence, c'est que lorsqu'elle sort du jeu, on pige pas de carte. Donc, c'est là que le lapin peut avoir un avantage. Mais je crois que une bonne balance dans ce deck-là, donc peut-être descendre à 3 lapins à la place de 4, mettre 3 génies, pourrait faire en sorte qu'on voit le génie faire un petit peu plus de dégâts. Puis, je vous le dis, cette carte-là va monter de façon assez phénoménale en termes de prix. Donc, cette carte-là en est une qui vaut quand même la peine, si vous l'avez, de la prendre. Puis, je dirais que dans ce deck-là, je crois que c'est la seule carte qui est vraiment ajoutée. Donc, un deck qui n'a pas joué Maui Half Shark. Donc, c'est quand même. Tu vois, moi, de mon côté, je n'aurais peut-être mis un ou deux, juste des one-of ou un two-of. Question de pouvoir le tester, mais en tournoi, j'avoue que tu peux ne pas vouloir faire ça. Par la suite, on a eu 3 decks Green Steel Discard, quand même assez différents. Donc, le premier que je trouvais intéressant, c'est le Go-Go Steel. Donc, pour Dan, oui, Go-Go Tamago est déjà bien setup dans les decks Green Steel. Donc, 4 Diablo, 3 Go-Go Tamago, Evasive 2-2, en crabe à 2, avec l'habilité de payer 2 encres pour gagner le lore equal au dommage d'un
choosing opposing character. Donc, si on a un Maui, l'autre côté, qui a rentré dans un Fox puis qui a pris 4 de dommages, on peut payer 2 pour quester. Ben, même pas quester dans le fond. Tu payes 2 puis Gogo a pas questé. Là. Tu fais juste payer 2 puis tu gagnes 4 lore. Donc, une carte absolument magique pour le 7-6. Je pense que ça va être une des meilleures cartes. Si c'est pas la meilleure carte du set, du moins pour Emerald. Le reste, on a des Morph, Ursula Deceiver, Diablo, Pete Game Referee, Prince John, Ursula Deceiver, The Muse, Beast. Une que je trouve intéressante, la Goofy Expert Shipwright. Je pensais pas voir cette carte-là jouer tant que ça. Je pense que ça peut être une belle carte expérimentale à voir avec le temps, mais peut être une menace late game si tu n'arrives pas à la gérer rapidement. Donc, ce que cette carte-là fait, c'est 1 de Strength, 4 de Willpower, avec l'habilité Ward, et aussi, dans le fond, quand cette carte-là quest, elle peut donner Ward à un autre personnage jusqu'au début du tour, de ton propre tour. Où est-ce que ça devient intéressant, c'est qu'il quest pour 3. Donc, Ward, quest pour 3, donne Ward à un autre, donc tu peux facilement protéger un de tes personnages clés pour le prochain tour. Pour justement aller close une game si tu sens qu'en fin de game, tu commences à manquer un peu de jus. Donc, Goofy Expert Shipwright pourrait voir un petit peu plus de play qu'on le pensait. À voir à ce moment-là qu'est-ce que les gens vont utiliser, mais ça peut être un tool quand même assez intéressant. Si on regarde l'autre Green Steel, qui est quand même similaire, mais avec quelques différences. Vous voyez, dans celle-là ici, on n'a pas le Goofy Expert Shipwright. Par contre, on a la même chose, là, les Diablo, Gogo Tamago, Morph, Ursula. On a rajouté des Anna. Donc, Anna qui a eu beaucoup de play en 7-5 et 7. Risque d'en voir aussi 7-6. Le Diablo, Pete, Prince John, Ursula, The Muse, Beast. Et dans ce deck-là, on a le Basil Disguise Detective. Donc, aucun shift target par contre. Donc, on veut le jouer à 6 en crabe. Donc, c'est vraiment un tool qu'on utilise. 4 de strength, 5 de willpower, shift 4. Dans ce cas-ci, on n'utilisera pas le shift. Mais durant votre tour, quand une carte est mise dans votre Inkwell, on peut payer 1 pour faire discarter une carte à un opponent. Donc, quand même le fun. Au début de tour, tu ancres, tu payes 1, tu fais discarter une carte. Si tu as des Prince John, tu piges. Donc, c'est une mécanique de pige assez intéressante pour un Ink. Puis, peut aussi être difficile à bouger avec un 4-5 quiz de 2. Peut être utilisé aussi pour gérer le board. Donc, Basil risque d'avoir quand même du play, surtout si on se trouve à avoir des shift targets éventuellement. Donc, on sait qu'on en a dans le bleu. On en a quelques-unes dans le vert, si je ne me trompe pas. Donc, je crois que Basil va avoir un impact assez grand sur la méta, mais à voir à ce moment-là à quel point. Par la suite, on a un Hyper Aggro qui, pour les gens qui soit commencent à jouer, souvent on va conseiller d'y aller dans des decks un petit peu plus faciles à piloter. Celui-ci est quand même pas si mal à piloter. En fait, aucune carte du set 6, si je me trompe pas. Mais on voit que ce deck-là a encore sa place au niveau de la méta d'aujourd'hui. Donc, on a des Chernabog, Daisy Duck, Lilo, Magic Brew, Maleficent, Piglet, Pinocchio, Pua. Pua qu'on voit très rarement, mais peut être difficile de temps en temps. Wendy Darling, Baloo, Donald Duck, Tinkerbell. En fait, c'est pas vrai, il y a une Tinkerbell du 7-6 qui est la Tinkerbell Fast Flyer. Evasive, 1-3, quiz de 2. En crabe à 3. Donc, ça peut être un petit agro tool rapide, tour 3, que les gens peuvent pas nécessairement gérer, étant donné qu'il est evasive. Le GOAT, Chernabog, un Chernabog, étant donné qu'on a beaucoup de personnages, Chernabog peut être très intéressant. Et Gathering Knowledge and Wisdom et 3 librairies. Donc, un petit deck
pas super dispendieux. On parle d'une centaine de dollars pour les gens qui veulent commencer dans le compétitif. Par contre, beaucoup de mauvais match-up lorsqu'on arrive à se faire gérer au niveau de notre start. Donc, pas nécessairement mon go-to deck, mais un deck qui pourrait être le fun à jouer si vous voulez venir compétitif. Et le dernier, Green Steel. Donc ça, c'était pour le tournoi justement de Azerite Sea Case Tournament de 20 joueurs. Dans ce Green Steel-là, on retrouve un peu plus de Diablo, Robin Hood, 2 Gogo Tamago, Morph, Ursula, des Anna encore, un autre Diablo, Pete, Prince John, Ursula, Muse, Beast. Celui-ci est joué avec des Robin Hood, le gros Robin et le petit Robin, des Tinkerbell, Hypnotize, Sudden Chill, Let the Storm Rage On, Strength of Raging Fire, We Don't Talk About Bruno, puis Hidden Cove. Autre le Gogo Tamago, aucune nouvelle carte ajoutée à ce deck-là. Donc, on parlait justement avec Dan dans les derniers podcasts que justement, on trouve que Green Steel était déjà puissant. On le voit en ce moment encore dans le top 8 à 3 reprises avec très très peu de cartes ajoutées au deck. Donc, on parle de Gogo Tamago, quelqu'un qui a essayé avec un Goofy Expert Shipwright. Je crois pas qu'on va voir énormément de cartes s'ajouter au niveau de Green Steel. Donc, c'est le cas ici. Si on va voir, il y avait un autre tournoi que j'avais remarqué aujourd'hui qui était si je ne me trompe pas, un Win-a-Box. Avec... non, c'était pas un Win-a-Box, c'était celui-ci. Ouais, parfait. Il y a aussi quelques petits decks que je trouvais intéressants à regarder. Deux decks que je voulais parler qui me semblent avoir un peu de potentiel. Un que je vais jouer mercredi à mon local, puis on va le regarder ensemble. J'ai l'impression que ça pourrait surprendre. C'est un Location deck. Donc, un Location Aggro 7-6. Quand je parle de 7-6, j'ai rajouté 4 cartes dans le deck, qui est les Galactic Council Chamber, puis on va en parler. Mais je joue 28 personnages, 4 actions et 28 locations. En début de set comme ça, je trouve que les location decks sont souvent sous-évalués parce que les gens veulent tellement jouer de nouvelles cartes qu'ils oublient de gérer des locations. Ils essaient de créer des nouveaux combos, des nouvelles chimies. De mon côté, c'est ça. J'ai mis 4 Daisy Duck qui quest pour 2, la Daisy Duck qui te fait piger une carte si c'est un personnage. Des Fixit Felix Jr., Delighted, Sightseer. Donc, dans le fond, la raison pourquoi je joue cette carte, c'est que si j'ai un location puis je joue ce personnage-là, je pige une carte. Donc, étant donné que j'ai 28 locations, souvent, tour 4, tour 5, tu joues un petit Félix, puis j'ai une carte, donc ça remplace dans ta main. Bonne synergie au niveau aussi des locations, puis devient un petit threat parce que tu dois à ce moment-là soit gérer les locations ou les personnages, donc il y a des décisions à prendre de ce bord-là. Monsieur Smith, donc le fameux Monsieur Smith 17-3 qu'on connaît bien. Je joue 4 Fixit Felix Jr., Niceland Steward, qui donne, dans le fond, plus 2 à toutes mes locations en termes de willpower. Donc, quand tu mets un Fixit comme ça sur le board, qui est 4-5 en termes de strength willpower, puis qui donne plus 2 à toutes les locations, ça devient un threat assez rapide. 4 Captain Hook, du 7-1, qui est Challenger plus 2. Doc, le Bold Knight, qui, quand on joue ce personnage-là, on peut discarter notre main et piger 2 cartes. Donc, souvent, tu joues quand ta main est presque vide. Tu joues ton Doc, tu discartes ce que tu as pas besoin. Ben, tu discartes, puis tu piges 2 cartes. Ou si ta main est vide, tu piges 2 cartes. Et la clé du deck, le John Silver Greedy Treasure Seeker, du 7-3, qui est un 3-3 Inkable 3, qui quest pour 1, mais qui a l'habilité Chart Your Own Course, qui, dans le fond, pour chaque location en jeu, il gagne Resist plus 1 et Quest de plus 1. Dans un deck avec 28 locations, John Silver devient un threat instantanément. Puis je vais vous expliquer un petit peu plus tard pourquoi. Fire the Cannons,
4 fois. C'est mon seul removal. C'est vraiment juste plus pour gérer le début de game, laisser mes locations en jeu, tasser un peu de bonhomme parce qu'il y a un coup que je rentre. Un coup que je rentre des locations puis un John Silver en jeu, ça devient difficile à gérer. Cat Neverland Mermaid Lagoon, qui est une location 1-4 qui donne un lore. Cat Prideland 2-7 qui donne un lore, puis que dans le fond, si on a un Prince ou un King dans ce location-là, on paye un de moins pour notre prochain personnage. Puis il donne aussi plus 2 de willpower à nos personnages qui sont dans le Prideland. Nottingham, une location vanille, donc coûte 1 pour déplacer, 6 de willpower, fait 1 à chaque tour. Le Bayou est quand même le fun. C'est une location qui coûte 1 en crabe, qui a 3 de willpower, qui donne 1 lore. Par contre, quand un personnage quest pendant qu'il est dans cette location-là, on peut piger une carte puis discarter une carte de notre main. Donc, quand même clé dans ce deck-là parce qu'on bouge souvent des personnages au Bayou rapidement pour justement enlever de notre main ce qu'on veut pas. Donc, ça nous permet de aussi cycler notre deck, aller chercher des cartes qu'on a besoin assez rapidement. Underworld River Styx, qui est une location qui coûte 2 à faire bouger, 6 de willpower, donne 1 de lore passif. Dans le fond, quand un personnage quest pendant qu'il est dans cette location-là, on peut payer 3 encres pour retourner un personnage de notre discard à notre main. Donc, si tu as des John Silver ou si tu as discarté avec Doc, tu peux aller rechercher des personnages de là pour 3 encres. Donc, c'est cher payé, mais des fois, c'est ce qui va sauver ta game de justement dire bon, ben, je vais aller chercher un John Silver, mettre un John Silver sur le board, étant donné que j'ai 5 locations. Donc, maintenant, mon John Silver, il résiste plus 5 puis il quest de 6. Donc, vous voyez que c'est là que ça commence à devenir complexe parce que si en early game, tu gères pas les locations, c'est assez difficile à gérer. Le Seven Dwarf Mine, qui est dans le fond une location qui coûte 2 à bouger, 6 de willpower, donne un lore début de chaque tour. Puis c'est là aussi que ça devient complexe. Si tu gères pas les locations, ben à ce moment-là, tu as les personnages qui, eux, quest. Puis si tu gères les personnages, ben tu as les locations qui, au début de chaque tour, donnent du lore passif. Donc, c'est une gestion quand même assez complexe, surtout si tu t'attends pas à ça. Parce que souvent, quelqu'un va mettre un bayou, tu vas pas nécessairement gérer le bayou dès le départ, tu vas aller gérer soit le Captain Hook, ou tu vas aller gérer le Monsieur Smee, qui est vraiment là en termes de decoy qu'on appelle. Là. Fait que c'est vraiment pour, pour amener les gens à ne pas challenger dans les locations jusqu'à temps que John Silver arrive. Puis la dernière carte qui est quand même super intéressante, c'est la Galactic Council Chamber, qui est une location qui coûte 3 en crabe, willpower de 7, avec ça coûte 1 pour déplacer un personnage là, ça donne 1 de lore début de chaque tour. Et voilà la petite twist, c'est pendant qu'on a un alien ou un robot dans cette location, elle ne peut pas être challengée. Et la beauté de la chose, c'est que John Silver est un alien. Donc, en bougeant John Silver dans cette location, John Silver peut devenir autant un clean-up threat ou un quest threat. Parce que si tu as 2, 3, 4, dépendamment du nombre de locations, ton John Silver a résiste. Donc, en ayant résiste, tu empêches les gens de lui faire du dommage. Donc, soit que tu peux aller clairer un threat, soit que tu quests pour plus 1 par location. Et non seulement ça, mais les gens ne peuvent pas challenger la location dans laquelle John Silver est en ce moment. Donc, c'est quasiment comme si John Silver est bodyguard en plus pour le location. Donc, c'est là que si tu mets 2 Council, 2 John Silver, on commence à comprendre que le concept de gérer ça va devenir difficile parce qu'à chaque fois que tu rentres, mettons, avec un Fox dedans, puis qu'il y a 3 locations, ben, il se prend juste un dégât, puis toi, tu te prends 3. Donc, le trade ne se fait plus vraiment. Puis, en plus, les locations ont 7 de willpower. Donc, j'ai bien hâte d'essayer ce deck-là. J'ai l'impression que ça va surprendre beaucoup de monde. C'est un deck qui est excessivement budget. On parle d'une soixantaine de dollars, si je ne me trompe pas. La carte la plus chère de ce deck-là se trouve avec les Daisy Duck Donald's Date, qui, dans le fond, doit tourner en ce moment autour de 8 dollars, si je ne me trompe pas. Sinon, les Duck
Docs sont pas dispendieuses. Les SMI peuvent peut-être être difficiles à trouver, mais pas nécessairement dispendieuses. On parle de petites cartes vraiment faciles à obtenir parce qu'il n'y a rien de super rare. Je pense, autre que le Daisy Duck, il n'y a rien de super rare. Donc, un petit deck qui m'intrigue, que j'ai envie d'essayer. Sinon, un autre deck que je trouvais intéressant, qui est un nouveau discard, qui est dans le fond et là je vais faire plaisir à GF en disant ça, mais c'est un discard bleu-vert. Et oui, on ne s'attendait pas à voir du discard dans le bleu-vert, mais on commence à le voir avec justement des nouvelles cartes du 7-6. Puis on va passer au travers de ce deck-là un petit peu plus en détail. Mais je pense que il y a aussi une façon d'amener peut-être deux différents shift lines dans ce deck-là. Donc, celui que j'ai construit aujourd'hui, c'est avec Diablo, le Diablo vert, qui permet d'aller voir ta main. Puis la Ursula Deceiver of All, les 4 Diablos qu'on connaît déjà très bien, la Ursula Deceiver of All qui chante 2 fois, la Muse, donc Muse qui permet que quand une chanson est chantée, te permet de bouncer un personnage de 2 dans la main de ton adversaire. On a une Jasmine du 7-2 qui devient la Shift Target. C'est une 1, Quest de 1, Strength de 1, Willpower de 2, avec l'habilité I'm a Fast Learner. Donc, when you play this character, remove up to 1 damage from chosen character of yours. Donc, ça heal de 1. Quand même intéressant, surtout si c'est pour devenir un shift target. T'as mis vraiment plus pour dire qu'elle va être sur le board. Des typos, un ramp en termes de discard. C'est quand même intéressant. Prince John, obviously. Yago. Donc, Yago, le fake flamingo, qui est du 7-5, qui est évasif, 2-4 en crabe à 4, quest de 1. Où est-ce que celui-ci devient intéressant? C'est son habilité In Disguise, qui, dans le fond, qui dit que quand ce personnage le quest, tu peux payer 2 de moins pour ta prochaine action ce tour-ci. Et là, voici où ça s'en vient. Le fun, on va en parler un petit peu plus tard. Et la shift line de Jasmine, qui est une shift 5, qui, dans le fond, vient du 7-6, qui est une legendary. Fait que des stats de 5-5, quiz de 2, avec l'habilité Ruler of the Sea. Donc, quand on joue ce personnage-là, si on a utilisé Shift pour la jouer, on peut retourner tous les personnages exerted de notre adversaire. Return all other exerted characters to their player's hand. Incluant les nôtres. Donc, ce que ça fait, c'est que tu joues la Jasmine sur Shift. Ben, dans le fond, tu quest, tu joues la Jasmine. Puis si ton adversaire aussi a plein de personnages exertés, tu joues Jasmine, tout le monde revient dans les mains, à l'exception de Jasmine. Donc, ça permet de pas clear un board, mais oui, quasiment, parce que y a beaucoup de threats qui vont s'enlever. Donc, surtout si tu fais ça tour 5, les chances sont que tu vas prendre un énorme avantage sur le board avec une Jasmine qui est 5-5, qui quiz de 2, puis tu vas pouvoir rebâtir, parce que ça ne veut pas dire non plus que ton adversaire va être en mesure de la gérer. Puis ça, dans le fond, j'en joue 4. Où est-ce que ça devient cool aussi, c'est au niveau des actions. Donc, Hypnotize, qui est une carte qu'on connaît bien, choose and discard a card, draw a card. Each opponent choose and discard a card. Une nouvelle carte du 7-6 qui est Bend It to My Will. On l'avait vu sortir, c'est une Uninkable Asset, donc peut faire mal dans ta main au début. Mais avec la Yago Fake Flamingo, qui, justement, lorsqu'il quest, coûte 2 de moins. Donc, elle devient une cost 5 en réalité si on a un Yago sur le board. Et cette action-là dit Each opponent discard all cards in their hand. Donc, c'est clairement un top deck. Tu forces ton adversaire à devenir top deck avec cette carte-là. Tour 5, tu peux briser un tempo de façon assez magistrale de ce côté-là. Donc, très hâte de voir si cette carte-là va être jouée. Très, très peu cher. Là, ça a descendu énormément en valeur, le Bend It to My Will. Cat Sudden Chill, Cat We Don't Talk About Bruno, Cat One Jump et 2 Under the Sea. Donc, même chose avec Iago. Sing Together. Ouais. Ouais. Fait que Sing Together 6. Donc, tous les personnages avec 2 de strength
ou moins retourne en dessous du deck de ton adversaire. Donc, peut devenir assez étonnante rapidement. C'est pas vraiment un discard parce qu'il y a pas. Il y a, autre que Bend It to My Will, Sudden Chill, Hypnotize, il n'y a pas vraiment de discard engine puissant si on regarde le discard Green Steel. Mais on voit qu'il y a quand même du bounce discard. Je serais curieux aussi de changer la ligne de Jasmine pour la ligne de Basile. Parce qu'à ce moment-là, avec la ligne de Basile, on pourrait... ou les deux, en fait. Je me demande si de jouer les deux et de bouger peut-être quelque chose d'autre pourrait faire en sorte que le deck deviendrait plus versatile à ton adversaire. Donc, dépendamment de ce que tu joues, si tu joues du aggro, tu y vas un petit peu plus avec le Jasmine. Si tu y vas dans le ramp deck ou item deck, ben, le Basile peut faire en sorte qu'à chaque fois que tu joues le Basile, tu dois faire discard une carte pour un oncle. Peut être intéressant. Donc, à voir à ce moment-là comment je vais le garder, mais je dirais que c'est peut-être un deck que je crois jouer dans le futur. Et sinon, un autre deck qui me semblait assez cool, c'est le Oslander No Wheel. Donc, un deck avec le Oswald. Donc, un combo mid-range competitive. 61 cartes. Donc, 4 Oswald de Lucky Rabbit, 2 Magic Broom, Aerial Cleaner, 3 Aurora Lore Guardian, 2 Ariel Treasure Collection, 4 Tamatoa, 3 Jim Hawkins du 7-6, qui est une Jim Hawkins 0-4, Inkable 2. Puis, dans le fond, l'habilité durant votre tour, quand cette carte-là, whenever a card is put into your inkwell, this character gains challenge plus 2. Donc, une 2-4 pour 2 qui, quand tu ink ce tour-là, devient challenger. Quand même cool pour gérer un board. Peak Game Referee, le IRAM, as usual, et la Tinkerbell Giant Fairy. En termes d'action, Fire the Cannons, Vision of the Future, et la grosse carte du set pour bleu, c'est Sell the Azurite Sea. This turn, you may put an additional card from your hand into your inkwell face down, draw a card. Donc, pour 2, tu peux inker une deuxième fois et piger une carte. Complètement brisé comme carte. 2 Let It Go, 2 Grab Your Sword, 4 Popsicle, 4 Forty Sphere, 4 Fishbone, 3 Morris Workshop, 3 Lucky Dime. Donc, avec Oswald qui nous permet, dans le fond, de jouer des items gratuitement. Ça peut être cool. Donc, je pourrais voir un deck de ce genre-là facilement durant la saison. À voir à ce moment-là si ça va vraiment percer, par contre. Puis le dernier que je voulais faire aujourd'hui, c'était le Bounce Burn Emerald Amethyst. Un deck quand même assez populaire. Au 7-5, on voyait beaucoup de Emerald Amethyst qui faisait surface, qui a eu des bons résultats. Donc, de ce côté-là, Chernabog Followers, Magic Broom, Mother Guttle, Merlin Crab, Merlin Goat, Mother Guttle, la Shift, la nouvelle Diablo, Mauve 0-1, qui dans le fond, quand ce personnage-là est banni, draw a card, quest pour 1. Donc, j'aime bien cette carte-là. C'est une belle petite carte de start qui te permet un board presence, qui te permet aussi de remplacer ta carte lorsqu'elle est bannie. Madame Mim Snake, Madame Mim Fox, Kid Cloud Kicker, The Muse. Et ce que je trouve intéressant, c'est de jouer le Diablo sans jouer le gros Diablo. Fait que souvent, les gens vont se pitcher pour enlever le Diablo pour pas qu'il shift. Mais en réalité, on ne l'a pas. Donc, ça devient un peu comme un decoy pour que les gens pensent qu'on va rentrer dans le Diablo, mais finalement, on ne rentre pas dans le Diablo. 2 Poor Unfortunate Soul, 3 Friends on the Other Side, 3 Mother Knows Best, 4 We Don't Talk About Bruno, 2 Emerald Chromicon, et là, c'est là qu'on voit ce Bounce Lore Burn Deck, où est-ce que
During your opponent's turn, whenever one of your characters is banished, you may return chosen character to their player's hand. Donc, quand tu bannis un personnage et que ce Chrome Icon-là est sur le board, ben ton adversaire va choisir un personnage de te bouncer dans ta main. Et avec le Maleficent Staff, ce combo-là est quand même assez intense. Whenever one of your opponent character, items, or location return to their end from play, gain 1 lore. Fait que tu banishes, fait que tu te fais bouncer un personnage, puis parce que tu te fais bouncer un personnage, ton opponent fait un lore. Fait que c'est un combo. Puis aussi avec le kit Cloud Kicker de Muse, c'est quand même assez payant. Puis c'est pas. Je veux juste m'assurer, c'est pas once per turn, c'est gain 1 lore. C'est from play, that's it. Puis 4 library. Donc, quand même intéressant ce combo-là. Je pense qu'on va le voir souvent au cours de la prochaine saison. Emerald Chromicon, Maleficent Staff sont des decks, des synergies qu'on risque de voir énormément. Donc, c'est ce qui fait un peu le tour aujourd'hui des decks que je pense qu'on va voir ou des cartes qu'on va voir jouer. Je sais aussi qu'on a un autre sujet qu'on voulait parler qui est le Lorcana European Championship. On a eu des annonces au cours des derniers jours. Je vais juste aller chercher l'information. Donc, on a eu un petit peu plus de détails par rapport à ce qui allait être donné. Donc, il y a des cartes promos qu'on a vues. On a eu des pins. Ils ont annoncé aussi des nouveaux... je vais vous trouver ça. Donc oui, il y a eu des nouvelles annonces au niveau de tout ce qui est prize. Donc, puis ça va se tenir aussi du 8 décembre, si je ne me trompe pas. Ouais, donc ça commence du 6 au 8 décembre, justement. Celui-là va être à Paris, au Disneyland Paris Resort. C'est pour tous ceux qui ont eu leurs invitations. Donc, j'ai hâte de voir ça. Ça va être un des... En fait, ça va être le plus gros événement à l'Orcana à ce jour. Donc, c'est d'ici quelques semaines. Donc, c'est sûr que nous, on va le suivre de très près. Puis, on a très hâte de voir aussi ce que ça va donner pour le North America Championship. Ou même, je ne sais pas si c'est juste American Championship. Donc, c'est ce qui va conclure l'épisode d'aujourd'hui. On a toujours un concours qui est en marche pour le box qu'on a ouvert avec la gracieuseté de 3 mana. Donc, on a quelques cartes à faire tirer. Donc, vous avez jusqu'au 24 novembre pour vous inscrire. Donc, il s'agit simplement d'aller voir le opening vidéo qui va être linké ici dans la vidéo, en quelque part dans ces coins-là. De laisser un commentaire, un thumbs up et de vous inscrire à la chaîne. Et le tirage va se faire le 24. Puis ça va nous permettre aussi de pouvoir redonner ce que les boutiques nous offrent à notre communauté. Donc, comme je disais, n'oubliez pas de vous inscrire à la chaîne, les thumbs up, envoyez-vous vos commentaires, ça nous fait plaisir d'y répondre et aussi ça nous donne beaucoup de choses sur lesquelles on peut parler. Vous pouvez toujours aussi nous inscrire à notre courriel, lesunlinkables@gmail.com. On essaye le plus souvent de répondre à vos questions. Puis, ça nous permet aussi d'avoir de nouveaux sujets pour les prochains épisodes. Donc, c'était Billy des Uninkables et je vous dis à la semaine prochaine. Bye.